Le Noël d'Hercule Poirot. Agatha Christie. Partie 1, 22 décembre. Stéphane releva le col de son pardessus et s'engagea sur le quai d'un pas vif. Un brouillard opaque pesait sur la gare. De grosses locomotives sifflaient fièrement en lâchant des tourbillons de vapeur dans l'air glacé. Tout était sale, noir de suie. « Quel fichu pays! Quelle saleté de ville !» se dit-il écœuré. L'excitation première que lui avait causée Londres, ses boutiques, ses restaurants et ses jolies femmes à l'élégance parfaite, était déjà retombée. La ville lui apparaissait à présent comme un cabochon de strass clinquant serti dans une monture en fer-blanc. Dire qu'il aurait pu se trouver en Afrique du Sud à l'heure qu'il était. Il eut soudain accès de mal du pays. Soleil, ciel d'azur, jardin aux mille senteurs, fleurs aux frais tons de bleu, haies de plein bagot, et puis des liserons mauves montant à l'assaut de la moindre bicoque. Ici, au contraire, tout n'était que poussière, crasse, va-et-vient continu de gens hagards, tous à courir et à se bousculer, fourmis laborieuses affairées à sillonner leur nid. « J'aurais mieux fait de pas venir », pensa-t-il un instant. Puis, il se rappela le but de son voyage, et ses lèvres se pincèrent en une ligne dure. Non, bon sang de bonsoir, il ne s'arrêterait pas en si bon chemin. Cela faisait des années qu'il se préparait à ça. Ce qu'il s'apprêtait à faire, il avait toujours voulu le faire. Oui, il irait jusqu'au bout. Ce recul momentané, ces questions qui lui venaient soudain. Pourquoi ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Pourquoi ne pas oublier le passé ? Pourquoi ne pas laisser tomber ? Tout cela n'était que faiblesse. Il n'était plus un gamin pour se laisser balloter au gré de coups de cafard. Il était un homme de 40 ans, tenace et sûr de lui. Ce qu'il était venu faire en Angleterre, il le ferait bel et bien. Il monta dans le train et parcourut le couloir en quête d'une place. Il avait écarté le bonheur et transbahuté lui-même sa valise de cuir. Le porteur et transbahutait lui-même sa valise de cuir brut. Il passa devant plusieurs compartiments. Le train était bondé. Il n'était qu'à 3 jours de Noël. Stephen Fair contemplait avec dégoût la foule agglutinée. Tous ces gens, cette marée humaine qui n'en finissait pas. Et avec ça, ils avaient tous l'air, si ternes, si semblables, si affreusement semblables. Quand ils n'avaient pas un profil de brebis bêlantes, ils avaient un faciès de garenne apeurée. Certains jacassaient et s'agitaient, d'autres grognaient, des hommes à la quarantaine alourdis. Cela ressemblait plutôt à des gorets. Même les filles, minces, visage lisse, lèvres écarlates, étaient d'une déprimante uniformité. Il lui vint brusquement une folle envie de prairie africaine, ouverte, immense, écrasée de soleil. Et, soudain, en passant devant un compartiment, il eut un coup de cœur. Cette fille, assise là, elle était différente. Des cheveux noirs, une pâleur veloutée, des yeux sombres et profonds comme la nuit. Les yeux mélancoliques et fiers des gens du Sud. Que cette fille soit dans ce train, parmi ces gens grisâtres, cela paraissait impossible. Impossible qu'elle soit en route pour les tristes Milandes anglaises. Elle aurait dû être à son balcon, une rose aux lèvres, une mantille de dentelle noire coiffant sa tête altière, et on aurait dû sentir alentour la poussière, la chaleur et l'odeur du sang, l'odeur des arènes. Elle aurait dû se trouver dans un décor sublime et pas coincée au fond d'un wagon de 3e classe. Stephen n'avait pas les yeux dans sa poche. Il ne manqua pas de noter l'aspect miteux de la jupe et du petit manteau noir, la piètre qualité des gants de confection, les chaussures trop légères pour la saison et la note incongrue d'un sac à main rouge vif. Et pourtant,
Splendeur était le mot qui lui venait en la regardant. Elle était belle, elle était exotique, elle était splendide, voilà. Que diable était-elle venue faire dans ce pays de brouillard, de froid et de fourmis industrieuses? Il faudrait que je sache qui elle est et ce qu'elle fait ici, se dit-il. Il le faut. Chapitre 2. Recroquevillée contre la vitre, Pilar se disait que ces Anglais avaient décidément une drôle d'odeur. Jusqu'ici, c'était ce qui l'avait le plus frappé en Angleterre, la différence d'odeur. Pas l'ail, pas de poussière et quasi-absence de parfum. Pour l'instant, ça sentait le froid et le renfermé. La puanteur sulfureuse des trains, mêlée à celle du savon, et à une autre encore, très déplaisante, qui devait émaner du col de fourrure de la grosse Dondon assise à côté d'elle. Pilar renifla délicatement, découvrant avec dégoût les relents de la naphtaline. Drôle d'idée de s'inonder avec ça, se dit-elle. Il y eut un coup de sifflet. Une voix de stentor cria quelque chose, et le train s'ébranla en douceur. Ils étaient partis. Elle était en route. Son cœur se mit à battre un peu plus fort. Est-ce que tout se passerait bien? Est-ce qu'elle serait capable d'aller au bout de son entreprise? Sans l'ombre d'un doute. Elle y avait murmuré réfléchi. Elle s'était si bien préparée à toute éventualité. Oh oui, elle réussirait. Il fallait qu'elle réussisse. Sa lèvre rouge se retroussa, lui faisant soudain une bouche cruelle et gourmande, comme celle d'un chaton. Une bouche qui ne connaissait pas que son propre désir et ignorait encore la pitié. Elle regarda autour d'elle avec la franche curiosité d'un enfant. Que de gens! Ils étaient 7, là, dans le compartiment. Et comme ils étaient drôles, ces Anglais! Ils avaient tous l'air si riches, si prospères. Ça se voyait rien qu'à leurs vêtements, leurs chaussures. Pas de doute, l'Angleterre était bien un pays riche, comme on le lui avait d'ailleurs toujours dit. Mais pour ce qui est d'être gai, il n'était pas gai, ça non. Il y avait un très bel homme, debout dans le couloir. À tout le moins, Pilar le trouvait très beau. Elle aimait son visage bronzé, son nez busqué et ses épaules carrées. Plus vite qu'aucune Anglaise n'en aurait été capable, Pilar avait remarqué que cet homme l'admirait. À aucun moment, elle ne l'avait regardé en face, mais elle savait très précisément combien de fois il l'avait dévisagé et avec quelle expression. Elle enregistrait le fait sans plus d'intérêt ou d'émotion que cela. Elle venait d'un pays où les hommes regardent les femmes avec un parfait naturel, sans éprouver le besoin de se dissimuler. Elle se demanda si celui-là était un Anglais, et décida que non. « Il est trop réel, trop vivant pour être anglais », décréta-t-elle. « Et pourtant, il est blond. C'est peut-être un Americano. » Il lui rappelait les acteurs qu'elle avait vus dans les westerns. Un employé se frayait un chemin dans le couloir. « Premier service, les voyageurs pour le premier service, s'il vous plaît. » Les 7 voisins de Pilar avaient tous des tickets pour le premier service. Ils se levèrent comme un seul homme et le compartiment fut soudain désert et silencieux. Pilar s'empressa de remonter la vitre qu'elle avait baissée de quelques centimètres. Une dame aux cheveux gris d'allure résolument féministe qui occupait le coin opposé. Pilar s'empressa de remonter la vitre qu'avait baissée de quelques centimètres une dame aux cheveux gris, d'allure résolument féministe, qui occupait le coin opposé. Puis, elle s'abandonna sur son siège et regarda la banlieue nord de Londres défiler derrière la vitre. Elle ne tourna pas la tête au bruit de la porte qui s'ouvrait. C'était l'homme du couloir, et Pilar savait, bien sûr, qu'il était entré dans le compartiment pour lui parler. Elle continua de regarder rêveusement le paysage. « Voulez-vous que je vous baisse la vitre » demanda Stephen Frère. « Oh non, au contraire » répondit Pilar sans s'émouvoir. « Je viens de la remonter. » Elle parlait en anglais parfait, avec une pointe d'accent.
Quelle voix délicieuse, songea Stephen, pendant le silence qui suivit. Pleine de soleil, chaude comme une nuit d'été. De son côté, Pilar pensait « J'aime sa voix, une voix ferme et forte et virile. Il est séduisant. Oh oui, il est très séduisant. » Le train est bondé, dit Stephen. Oui, n'est-ce pas? J'imagine que les gens désertent Londres parce que tout y est si noir. On n'avait jamais inculqué à Pilar que c'était un crime de parler à des inconnus dans le train. Elle savait se garder aussi bien qu'une autre, mais ignorait les tabous. Stephen eût-il été élevé en Angleterre, qu'il aurait été sans doute gêné d'engager la conversation avec une jeune fille. Mais il était d'un naturel expansif, et trouvait tout ce qu'il y avait de plus normal de parler à autrui quand l'envie lui en prenait. Il lui sourit donc sans fausse honte. Londres est un endroit atroce, non? Oh, si, je ne l'aime pas du tout. Moi non plus. Vous n'êtes pas anglais, hein? Dit Pilar. Je suis britannique, mais je débarque d'Afrique du Sud. Oh, je vois, ça explique tout. Et vous, vous arrivez de l'étranger? Pilar hocha la tête. Je viens d'Espagne. D'Espagne? Répéta Stephen, intéressé. Vous êtes espagnol, alors? À moitié. Ma mère était anglaise. C'est pour ça que je me débrouille en anglais. Que pensez-vous de cette guerre? Demanda Stephen. C'est horrible, oui, et désespérant. Il y a eu des dégâts, plein de dégâts, partout. De quel bord êtes-vous? Les convictions politiques de Pilar semblaient plutôt vagues. Dans son village, expliqua-t-elle, personne ne prêtait grande attention à la guerre civile. Elle n'est pas arrivée jusque chez nous, vous comprenez? Bien sûr, le maire a été nommé par le gouvernement, alors il est pour le gouvernement, et le curé est pour le général Franco. Mais la plupart des gens ont déjà assez à faire avec la terre et les vignes. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de la question. Alors, il n'y a pas eu de combat du côté de chez vous? Pilar répondit que non, pas du côté de chez elle. Mais, poursuivit-elle, j'ai traversé tout le pays en voiture et j'ai vu beaucoup de destruction, oui. J'ai vu aussi tomber une bombe qui a fait exploser une voiture, et puis une autre qui a détruit une maison. C'était plutôt excitant. Stephen Fair eut un petit sourire en coin. C'est tout ce que ça vous a fait? Non, c'était embêtant aussi, parce que je ne voulais continuer ma route et que le chauffeur de ma voiture a été tué. Stephen la regarda avec plus d'attention. Vous n'en avez pas été bouleversé? Pilar écarquilla ses grands yeux noirs. Tout le monde doit mourir un jour. C'est la vie, non? Si ça vous tombe comme ça du ciel d'un coup, boum! Ça n'est pas plus mal qu'autre chose. On est vivant un moment, et la minute d'après, on est mort. Amen. Stephen Fair se mit à rire. Vous ne m'avez pas l'air d'une pacifiste, vous. Pas l'air d'une quoi? Pilar semblait perplexe à l'énoncé de ce mot qui ne faisait visiblement pas partie de son vocabulaire. Pardonnez-nous à vos ennemis, señorita. Pardonnez-vous à vos ennemis, señorita? Pilar secoua la tête. Je n'ai pas d'ennemis, mais si j'en avais, eh bien. Il la fixa, fasciné par la douceur et la cruauté de sa lèvre retroussée. Si j'avais un ennemi, dit gravement Pilar, si quelqu'un me haïssait et que je le haïsse, alors je lui couperais la gorge, comme ça. Elle fit un geste expressif. Un geste si rapide et si cru que Stephen Fair en resta un instant sans voix. « Vous êtes une jeune personne assoiffée de sang, » dit-il en fin de compte. « Et vous lui feriez quoi à votre ennemi ?» s'enquit Pilar, prosaïque. Il sursauta, la contempla, puis éclata de rire. « Je me le demande, dit-il, je me le demande bien. » Pilar eut une moue de réprobation. « Allons, vous le savez très bien, en fait. » Il cessa de rire, prit une longue inspiration et dit tout bas. « Oui, je le sais. » Puis il changea de sujet. « Qu'est-ce qui vous amène en Angleterre ?»«
Je vais désormais habiter dans ma famille, répondit Pilar avec une certaine retenue. Dans ma famille anglaise. Je vois. Il se renfonça dans son siège. Tout en l'étudiant, il se demandait à quoi ressemblaient ces parents anglais dont elle parlait et ce qu'ils allaient bien pouvoir faire de cette sauvageonne. Il essayait de s'imaginer la jeune Espagnole en train de fêter Noël au sein d'une famille anglaise bien classique. « C'est joli, non, l'Afrique du Sud ?» demanda soudain Pilar. Il se mit à lui parler de l'Afrique du Sud. Elle lui prêtait l'attention ravie d'un enfant qui écoute une histoire. Il apprécia ses questions, à la fois naïves et fines, et s'amusa à enjoliver son récit à la manière d'un conte de fées. Le retour des occupants légitimes du compartiment mit fin à ce divertissement. Il se leva, lui sourit au fond des prunelles et s'en retourna dans le couloir. À la porte, tandis qu'il s'effaçait pour laisser le passage à une dame âgée, ses yeux tombèrent sur l'étiquette d'une valise d'osier, manifestement étrangère. Il lut le nom avec intérêt. Miss Pilar Estravados. Mais quand il distingua l'adresse, il sentit l'incrédulité, et pas seulement l'incrédulité, l'envahir. Gorston Hall, Longday, Adelsfield. Il se retourna à demi et observa la jeune fille avec une expression nouvelle, perplexe, contrariée, soupçonneuse. Il sortit enfin dans le couloir et resta là à fumer une cigarette en fronçant les sourcils. Chapitre 3. Dans le grand salon bleu et or de Gorston Hall, Alfred Lee et sa femme Lydia discutaient des préparatifs de Noël. Alfred était un homme entre deux âges, plutôt trapu, au bon visage et aux doux yeux marrons. Il s'exprimait toujours d'une voix calme et avec une grande netteté d'élocution. La tête enfoncée dans les épaules, il donnait une curieuse impression d'inertie. Lydia, sa femme, évoquait au contraire un lévrier débordant d'énergie. D'une minceur presque excessive, elle faisait preuve dans tous ses mouvements d'une étonnante grâce vif-argent. Son visage émacié, jamais maquillé, n'était pas beau, mais racé. Elle avait une voix charmante. « Père insiste, il était en train de dire à Alfred, il n'y a qu'à s'incliner. » Père insiste, était en train de dire Alfred, il n'y a qu'à s'incliner. Lydia contint un soudain mouvement d'impatience. « Faudra-t-il donc toujours que tu lui cèdes ? C'est un très vieil homme, ma chérie. Oh, je sais. Et il veut faire comme il l'entend. Bien sûr, dit Lydia d'un ton sec, puisque c'est comme ça qu'il a toujours fait. Mais un de ces 4 matins, Alfred, il faudra bien que tu y mettes le holà. Que veux-tu dire, Lydia ? Il lui avait jeté un regard si visiblement surpris et peiné que pendant un instant, elle se mordit la lèvre et sembla hésiter à continuer. « Que veux-tu dire, Lydia ?» répéta Alfred Lee. Elle haussa ses minces et gracieuses épaules. Puis, elle dit, en s'efforçant de choisir ses mots avec soin. « Ton père a tendance à être quelque peu tyrannique. Il est vieux. Et il va devenir encore plus vieux, et par conséquent, encore plus tyrannique. Où cela s'arrêtera-t-il ? Il régente déjà nos vies. Nous ne pouvons pas faire un seul projet. Quand par hasard nous en faisons un, il est toujours susceptible d'être annulé. Père entend passer en premier, dit Alfred. Mais il est très bon avec nous, ne l'oublie pas. Oh, bon avec nous. Très bon avec nous, répéta Alfred d'une voix sévère. Tu veux dire sur le plan financier ? Oui, lui-même a des goûts très simples, mais il ne nous refuse rien. Tu peux dépenser sans compter pour tes robes et pour la maison. Les factures sont toujours réglées sans un murmure. Il nous a offert une nouvelle voiture pas plus tard que la semaine dernière. De ce point de vue-là, ton père est très généreux, je le reconnais, dit Lydia. Mais en contrepartie,
Il attend de nous une soumission d'esclaves. D'esclaves ? Je ne retire pas le mot. Tu es son esclave, Alfred. Si nous avons projeté un voyage et que tout soudain Père désire que nous restions, tu annules tout sans protester. S'il lui prend la fantaisie de nous envoyer au diable Vauvert, nous voilà partis. Nous n'avons aucune vie à nous, aucune indépendance. Son mari eut l'air navré. Je n'aime pas t'entendre parler comme ça, Lydia. C'est profondément injuste. Père a tout fait pour nous. Elle retint la réplique qu'elle avait sur les lèvres et haussa encore une fois les épaules. Tu sais très bien, reprit Alfred, que Père t'aime beaucoup. Eh bien moi, je ne l'aime pas du tout, répondit-elle tout nette. Lydia, ça me désole de t'entendre parler comme ça. C'est tellement méchant. Peut-être, mais on éprouve parfois le besoin de dire la vérité. Si Père se doutait, ton père sait très bien que je ne peux pas le souffrir. Je crois d'ailleurs que ça l'amuse. Là, vraiment, je suis sûre que tu te trompes. Il m'a souvent dit combien il te trouvait charmante. Oh, bien sûr, je suis polie avec lui. Je le serai toujours. Je te dis simplement ce que je pense. Je n'aime pas ton père. J'estime que c'est un vieillard sournois et tyrannique. Il te persécute, il abuse de ton affection. Ça fait des années que tu devrais lui tenir tête. Assez, Lydia, je t'en prie, n'en dis pas plus. Elle soupira. Excuse-moi, j'ai peut-être eu tort. Parlons de nos arrangements pour Noël. Tu crois que ton frère David va vraiment venir ? Pourquoi pas ? Elle secoua la tête d'un air de doute. David est si bizarre. Songe qu'il n'a pas mis les pieds ici depuis des années. Il était tellement attaché à votre mère. Cette maison lui rappelle trop de souvenirs. Avec sa musique et ses airs rêveurs, David a toujours tapé sur les nerfs de Père, dit Alfred. Peut-être aussi que Père a été parfois un peu dur avec lui. Mais je crois que Hilda et lui viendront quand même. C'est Noël après tout. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, murmura Lydia. Sa bouche délicate prit un pli ironique. J'en suis moins sûre que toi, en tout cas. Georges et Magdalene viennent, sans doute demain, ont-ils dit. J'ai bien peur que Magdalene ne s'ennuie à mourir. Que mon frère soit allé épouser une fille de 20 ans de moins que lui, ça me dépasse, dit Alfred, d'un air un peu contrarié. Georges s'est toujours conduit comme un imbécile. Il a fait une belle carrière, dit Lydia. Ses administrés l'aiment bien. Je crois que Magdalene l'aide beaucoup sur le plan politique. Je ne l'aime pas beaucoup, murmura Alfred. Elle est très jolie, mais elle me fait parfois penser à cette très belle poire, tu sais, avec la peau toute rose, comme cirée. Il secoua la tête. Et qui sont pourris à l'intérieur, compléta Lydia. Comme c'est drôle que tu dises ça. Pourquoi drôle ? Parce que tu es toujours tellement bonne patte, c'est tellement rare que tu dises du mal de quelqu'un. Ça m'énerve parfois que tu sois si peu... comment dire ? Si peu méfiant, si peu conscient des réalités. Son mari eut un sourire. J'ai toujours estimé que le monde, c'était ce qu'on en faisait. Non, répliqua Lydia. Le mal n'est pas une vue de l'esprit. Le mal existe. Tu ne sembles pas en avoir conscience. Moi, si. Je peux sentir sa présence. Je l'ai toujours sentie ici, dans cette maison. Elle se mordit les lèvres et détourna la tête. Lydia, commença Alfred. Mais elle leva vivement la main, les yeux rivés derrière lui. Il se retourna. Un homme brun, au visage impénétrable, se tenait debout devant eux, dans une attitude déférente. « Qu'y a-t-il, Horbury » demanda sèchement Lydia. Horbury répondit à voix basse, dans un respectueux murmure. « C'est Monsieur Lee, madame. Il m'a prié de vous dire qu'il y aurait 2 invités supplémentaires pour Noël et de vous demander de bien vouloir lui faire préparer des chambres. » 2 invités de plus ? Répéta Lydia. Oui, madame, dit doucement Horbury. Un monsieur et une jeune personne.
Une jeune personne, dit Alfred, un peu surpris. C'est ce qu'a dit monsieur Lille, monsieur. Lydia dit d'un ton vif. Je vais monter le voir. Horbury fit un petit pas en avant, à peine l'esquisse d'un mouvement, mais qui suffit à arrêter l'élan de Lydia. Pardonnez-moi, madame, mais monsieur Lee fait la sieste. Il a bien précisé qu'il ne voulait pas être dérangé. C'est bien, dit Alfred. Il va de soi que nous ne le dérangerons pas. Merci, monsieur. Sur ces mots, Horbury se retira. Je déteste cet individu, s'écria aussitôt Lydia. Il rôde partout comme un chat. On ne l'entend jamais venir. Je ne l'aime pas beaucoup non plus, mais il connaît son métier et ce n'est pas si facile de trouver un bon infirmier. Et puis, père l'aime bien, c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel, comme tu dis. Alfred, qu'est-ce que c'est que cette histoire de jeune personne? Quelle jeune personne? Son mari secoua la tête. Je ne vois pas, franchement, je n'en ai pas la moindre idée. Ils échangèrent un long regard, puis Lydia reprit avec une grimace expressive. Tu sais ce que je pense, Alfred? Quoi donc? Je pense que ton père s'est beaucoup ennuyé ces derniers temps. Je pense qu'il se prépare un joyeux Noël pour lui tout seul. En introduisant des étrangers dans une réunion de famille? Oh, je ne connais pas les détails, mais j'ai le sentiment très net que ton père s'apprête à bien s'amuser. Tout ce que j'espère, c'est que ça lui procurera un peu de joie, dit gravement Alfred. Ce pauvre vieux, handicapé comme il est, cloué dans un fauteuil, après la vie aventureuse qu'il a menée. Oui, la vie aventureuse qu'il a menée, répéta lentement Lydia. La pause qu'elle avait marquée avant l'adjectif lui conférait une signification, un rien équivoque. Alfred parut le sentir. Il rougit d'un air malheureux. Elle s'écria brusquement. « Comment il a fait pour avoir un fils comme toi? Ça, je me le demande. Vous êtes aux antipodes l'un de l'autre, et il te fascine, et tu l'adores, ni plus ni moins. » « Tu ne crois pas que tu vas un peu loin? » protesta Alfred, un peu vexé. « C'est normal, non, qu'un fils aime son père. C'est le contraire qu'il ne le serait pas. » « Dans ce cas, répliqua Lydia, la plupart des membres de cette famille sont tout ce qu'il y a d'anormaux. Oh, et puis, cessons de nous chamailler. Excuse-moi. Je t'ai fait de la peine, je le sais. Crois-moi, je ne l'ai pas cherché. Je t'admire énormément pour ta fidélité. La loyauté est une vertu si rare de nos jours. Disons, si tu veux, que je suis jalouse. Les femmes sont censées être jalouses de leur belle-mère. Pourquoi ne le seraient-elles pas de leur beau-père? Il lui entoura gentiment les épaules de son bras. « Tu ne penses pas à ce que tu dis, Lydia. Tu n'as aucune raison d'être jalouse. » Elle lui posa un petit baiser repentant sur l'oreille. « Je sais, mais tout de même, Alfred, je ne crois pas que j'aurais été le moins du monde jalouse de ta mère. J'aurais bien aimé la connaître. » « C'était une malheureuse, dit-il. Sa femme lui lança un regard vif. « C'est ainsi que tu la voyais? Une malheureuse? C'est intéressant. Je me la rappelle presque toujours malade, poursuivit-il d'un air rêveur. Souvent en pleurs. Elle manquait de caractère, conclut-il en secouant la tête. Comme c'est étrange, murmura Lydia sans le quitter des yeux. Mais comme il lui lançait un regard interrogateur, elle détourna la tête et changea de sujet. Puisque nous ne sommes pas autorisés à connaître l'identité de nos mystérieux visiteurs, je vais aller finir mon jardin. Il fait très froid, ma chérie, et le vent est glacé. Je vais bien me couvrir. Elle s'éclipsa. Laissé à lui-même, Alfred Lee resta quelques instants à froncer les sourcils, perdu dans ses pensées. Puis il se dirigea vers la baie vitrée au fond de la pièce. Dehors, une terrasse courait tout le long de la maison. Au bout de quelques instants, Lydia apparut, vêtue d'un gros manteau de drap, un panier plat sous le bras. Elle posa son panier et se pencha sur un bac de pierre surélevé de quelques centimètres au-dessus du sol. Il la contempla ainsi un moment, finit par aller chercher un pardessus et une écharpe, et gagna à son tour la terrasse par une porte latérale.
Il passa devant plusieurs autres bacs aménagés en jardin miniature, tous nés des doigts agiles de Lydia. L'un représentait une scène de désert, avec du sable blond, un petit massif de palmiers en fer blanc, peint en vert, et une procession de chameaux menée par 2 minuscules silhouettes d'Arabes. Quelques bicoques de pisé avaient été réalisées en pâte à modeler. Plus loin, c'était un jardin italien avec des terrasses et des parterres de fleurs en cire à cacheter coloriées. Suivait un paysage arctique avec des petits morceaux de verre en guise d'iceberg et une microscopique colonie de pingouins. Puis venait un jardin japonais, avec 2 ravissants bonsaïs, un miroir pour figurer l'eau et des petits ponts en pâte à modeler. Il arriva enfin à sa hauteur et la regarda faire. Elle avait disposé au fond un fond de papier bleu recouvert d'une plaque de verre. Autour s'empilaient des rochers. À présent, elle versait un sac de petits cailloux irréguliers qu'elle posait de façon à simuler une plage. Quelques cactus nains se dressaient entre les rochers. « Oui, c'est ça. Exactement ce que je voulais, » murmura-t-elle pour elle-même. « Et que représente ton dernier chef-d'œuvre » demanda Alfred. Elle sursauta, car elle ne l'avait pas entendu s'approcher. « Ça ? Oh, c'est la mer morte. Ça te plaît ? C'est un peu aride, non ? Il ne devrait pas y avoir un peu plus de végétation ? » Elle secoua la tête. « C'est mon idée de la mer morte. Elle est morte, tu vois ? Ce n'est pas aussi joli que les autres. Ce n'est pas fait pour être spécialement joli. » Des bruits de pas résonnèrent sur la terrasse. Un majordome, tout chenu, venait vers eux. « Madame Georges lit au téléphone, madame. Elle demande si cela vous convient que Monsieur Georges et elle arrivent demain par le train de 17h20. Oui, dites-lui que c'est parfait. Merci, madame. » Le majordome se hâta vers la maison, et Lydia le suivit des yeux, tout attendrie. Cher vieux Tressilian, un homme précieux, je me demande ce que nous ferions sans lui. Il est de la vieille école, approuva Alfred. Voilà près de 40 ans qu'il est ici et qu'il est dévoué à nous. Lydia hocha la tête. Oui, c'est le vieux serviteur fidèle comme on en voit dans les romans. Je suis sûre qu'il n'hésiterait jamais à mentir effrontément pour protéger quelqu'un de la famille. C'est vrai, ça, dit Alfred. Oui, je crois bien qu'il en serait capable. Lydia étala ses derniers galets. Là, dit-elle, c'est prêt. Prêt ? Répéta Alfred, perplexe. Elle rit. Pour Noël, Bêta, pour ce chaleureux Noël familial que nous nous apprêtons à fêter. Chapitre 4. David lisait sa lettre. Il avait commencé par en faire une boulette qu'il avait jetée au loin. Puis, il avait ramassé, défroissé, et avait entrepris de la relire. Hilda, sa femme, le contemplait sans rien dire. Elle remarqua le muscle, ou était-ce le nerf, qui battait à sa tempe. Le léger tremblement de ses longues mains délicates, l'agitation de son corps tout entier. Quand enfin il repoussa la mèche de cheveux blonds qui lui retombait sans arrêt sur le front et qu'il leva vers elle ses yeux bleus suppliants, elle était prête. « Hilda, que faut-il faire ?» Hilda prit son temps pour répondre. Elle avait entendu la prière dans sa voix. Elle savait à quel point il dépendait d'elle. Il en avait toujours été ainsi depuis leur mariage. À quel point son avis serait déterminant. Mais pour cette raison, précisément, elle hésitait à prononcer des mots définitifs. Elle dit enfin, de sa voix calme et apaisante, d'une nounou, s'adressant à un petit enfant. « Ça dépend de ce que tu ressens, David. » Une femme forte, Hilda. Pas une beauté, mais dotée d'une sorte de magnétisme. Quelque chose qui évoquait une peinture hollandaise. Quelque chose de chaleureux, de prenant dans la voix. Quelque chose de fort.
cette force vitale, invisible, qui attire la faiblesse. Une petite femme boulotte, entre deux âges, ni très intelligente, ni très brillante, mais possédant un Dieu sait quoi qui s'imposait à vous. La force. Hilda Lee avait de la force. David se mit à arpenter la pièce. Aucun fil gris ne se mêlait à ses cheveux blonds. Il avait un air curieusement adolescent et un visage d'une douceur pré-raphaélite. D'une certaine façon, il manquait d'épaisseur, de réalité charnelle. « Tu le sais très bien, ce que je ressens, » dit-il d'une voix chagrine. « Je n'en suis pas sûre. Mais je te l'ai dit, je te l'ai répété 100 fois. Combien je hais tout ça, la maison, la campagne qui l'entoure et tout. Je n'en garde pas que des souvenirs de malheur. J'ai détesté chaque minute que j'ai vécue là-bas. Chaque fois que j'y pense, chaque fois que je pense à tout ce qu'elle a souffert, ma mère. » Sa femme hocha la tête en signe de compassion. Elle était si douce, Hilda, si patiente, étendue, souvent souffrante, mais supportant tout, endurant tout. Et quand je pense à mon père, qui lui a valu toute cette misère dans sa vie, qui n'a cessé de l'humilier, de se vanter de ses bonnes fortunes, qui l'a trompé à n'en plus finir, sans se donner la peine de le cacher. Elle n'aurait jamais dû supporter ça, dit Hilda. Elle aurait dû le quitter. Elle était trop bonne pour ça, répondit-il avec une pointe de reproche. Elle pensait que c'était son devoir de rester. Et puis, c'était sa maison. Où serait-elle allée? Elle aurait pu refaire sa vie. Pas à cette époque-là. Tu te rends pas compte, s'irrita David. Les femmes ne se conduisaient pas comme ça. Il leur fallait s'accommoder de leur sort. Elles prenaient leur mal en patience. Et puis, il y avait nous. Que serait-il arrivé si elle avait divorcé? Mon père se serait sans doute remarié. Il aurait pu avoir une seconde famille. Nos intérêts à nous auraient pu être lésés. Il fallait bien qu'elle pense à tout ça. Hilda ne releva pas. Non, elle a choisi la bonne voie, poursuivit David. C'était une sainte. Elle a tout supporté jusqu'à la fin, sans se plaindre. Elle devait quand même bien se plaindre un peu, sinon tu n'en saurais pas tant. Le visage de David s'éclaira. Oui, elle me racontait des choses, murmura-t-il. Elle savait combien je l'aimais quand elle est morte. Il se passa la main dans ses cheveux. C'était atroce, Hilda. Horrible, la désolation. Elle était encore jeune, n'aurait pas dû mourir. C'était lui, mon père, qui l'a tuée. C'est lui qui est responsable de sa mort. Il lui a brisé le cœur. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne vivrais plus sous son toit. Je suis partie loin de tout ça. Hilda hocha la tête. Tu as eu raison, c'était ce qu'il fallait faire. Mon père voulait que j'entre dans l'affaire. Ça aurait signifié vivre à la maison. Je ne l'aurais pas supporté. Je me demande comment fait Alfred, comment il supporte ça depuis tout ce temps. Il ne s'est jamais révolté? Demanda Hilda avec curiosité. Tu ne m'as pas dit qu'il avait dû renoncer à une autre carrière? David acquiesça. Il devait entrer dans l'armée. Père avait tout arrangé. À Alfred, l'aîné, la carrière militaire dans un régiment de cavalerie. À Harry et moi, l'affaire familiale. À George, la politique. Et ça ne s'est pas passé comme ça? David secoua la tête. Harry a tout fichu par terre. Ça a toujours été une tête brûlée. Il s'est endetté, il s'est attiré toutes sortes d'ennuis, et pour finir, il a filé un beau jour avec plusieurs centaines de livres qui ne lui appartenaient pas, en laissant un mot où il disait qu'il n'était pas fait pour rester assis derrière un bureau, et qu'il s'en allait courir le monde. Sur quoi vous n'avez plus jamais entendu parler de lui? Oh que si, s'exclama David, en se mettant à rire, et souvent même. Il n'a jamais cessé d'expédier des câbles de 4 coins de la planète pour réclamer de l'argent. Et il l'a généralement obtenu. Et Alfred? Père l'a forcé à abandonner l'armée et l'a fait revenir pour reprendre l'affaire. Comment a-t-il vécu ça? Très mal, au début.
Il exécrait son nouveau métier. Mais père l'avait toujours mené par le bout du nez. Et je crois d'ailleurs que ça n'a pas changé. Quant à toi, tu as pris la fuite, dit Hilda. Oui, je suis partie étudier la peinture à Londres. Père m'a dit tout net que si j'avais l'intention de perdre mon temps comme ça, il me servirait une petite rente tant qu'il vivrait, mais que je n'aurais rien à sa mort. Je lui ai répondu que je m'en fichais. Il m'a traité d'imbécile, point final. Je ne l'ai plus jamais revu. Et tu ne l'as jamais regretté ? Demanda Hilda avec douceur. Je te garantis bien que non. Je sais parfaitement que je n'irai pas bien loin avec ma peinture. Je ne serai jamais un grand artiste, mais nous sommes heureux dans ce cottage. Nous avons tout ce qu'il nous faut. L'essentiel, en tout cas. Et si je meurs, tu auras mon assurance vie. Il s'interrompit avant d'ajouter, en frappant la lettre du plat de la main. Et maintenant, ça! Si ça doit te bouleverser à ce point, je regrette que ton père t'ait écrit cette lettre. Il me demande d'amener ma femme, poursuivit David, comme s'il ne l'avait pas entendu. Il exprime le vœu que nous nous retrouvions tous ensemble pour Noël, une famille unie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Est-ce que ça doit forcément vouloir dire autre chose que ce que ça dit ? Demanda Hilda. David la regarda sans comprendre. « Je veux dire par là que ton père vieillit, » expliqua-t-elle en souriant. « Il éprouve le besoin de resserrer les liens. Ce sont des choses qui arrivent, tu sais. »« Peut-être bien, » dit lentement David. « C'est un vieil homme et il se sent seul. » Il lui lança un rapide coup d'œil. « Tu veux que j'y aille, Hilda, c'est ça ?» Ne pas saisir une main tendue, cela paraît désolant, murmura-t-elle. Je suis sans doute vieux jeu, mais Noël n'est-il pas un moment ou jamais de faire la paix ? Après tout ce que je t'ai dit ? Je sais, mon chéri, je sais. Mais tout cela, c'est du passé. C'est terminé. Pas pour moi. Parce que tu ne veux pas laisser mourir le passé. Tu préfères l'entretenir dans ta mémoire. Je ne peux pas l'oublier. Tu ne veux pas l'oublier. C'est ça le fond du problème. Il serra les mâchoires, la bouche durcie. Nous sommes comme ça dans la famille. Nous n'oublions rien. Nous ruminons le passé. Nous avons la mémoire longue. Y a-t-il vraiment de quoi s'en glorifier ? Répartit Hilda avec une pointe d'impatience. Je ne suis pas de cet avis. Il la contempla d'un air songeur, presque distant. Alors pour toi, la loyauté, la fidélité à un souvenir, ça n'a aucune valeur. J'estime que c'est le présent qui importe, pas le passé. Le passé doit s'effacer. En cherchant à maintenir le vivant, je crois qu'on finit par le déformer. On le voit dans une perspective faussée, on en grossit les détails. Je me souviens parfaitement de chaque mot, de chaque événement de ce temps-là, dit David avec passion. Oui, mais tu ne devrais pas, mon chéri. Ce n'est pas normal. Au lieu d'avoir le recul d'un homme, tu regardes cette époque avec les yeux d'un petit garçon. Qu'est-ce que ça changerait, fit David. Hilda hésita. Elle avait conscience qu'il y aurait mieux valu s'arrêter là, mais il y avait des choses qu'elle brûlait de dire. « Je pense, reprit-elle, que tu vois ton père comme un croque-mitaine. Il est probable que, si tu le voyais maintenant, tu comprendrais qu'il n'est au fond qu'un homme très ordinaire, un homme dominé par ses passions, sans doute, un homme dont la vie a toujours été loin d'être irréprochable, mais enfin un homme, tout bonnement, pas une espèce de monstre sans entrailles. Tu ne comprends pas la façon dont il a traité ma mère. Il existe une certaine sorte d'humilité, de soumission, qui suscite le pire chez un homme, répondit gravement Hilda. Alors que le même homme pourrait se révéler très différent s'il trouvait face à lui un peu de cran et de détermination. En somme, d'après toi, ce serait sa faute à elle ? Non, bien sûr que non. Je ne doute pas que ton père ait très maltraité ta mère, mais un couple, c'est une entité mystérieuse, et je ne pense pas qu'une personne extérieure, fût-elle le propre enfant de ce couple, doit
sois en droit de le juger. De toute façon, ce sentiment en toi n'est d'aucune utilité pour ta mère. Tout cela est fini, tout cela est derrière toi. Ce qui reste aujourd'hui, c'est un vieil homme en mauvaise santé qui demande à son fils de venir le voir pour Noël. Et tu veux que j'y aille ? Hilda hésita. Puis elle se décida d'un seul coup. Oui, dit-elle, je veux que tu y ailles et que tu terrasses le monstre une bonne fois pour toutes. Chapitre 5. 41 ans, député de Westeringham, George Lee était un individu plutôt corpulent. Ses yeux, d'un bleu très pâle, légèrement proéminent, posaient sur le monde un regard soupçonneux. Il avait la mâchoire lourde et s'exprimait avec lenteur, d'un ton pédant. Il était en train d'énoncer en détaillant chaque mot. « Je te l'ai dit et répété, Magdalene, que j'estime qu'il est de mon devoir d'y aller. » Sa femme haussa les épaules avec impatience. C'était une créature élancée, une blonde platinée, aux sourcils épilés et au visage lisse. En certaines circonstances, ce visage avait la capacité de n'exprimer rigoureusement rien. Et c'est cette totale vacuité qu'il affichait à ce moment précis. « Chérie, dit-elle, ça va être parfaitement lugubre, j'en suis sûre. » En outre, poursuivit George Lee, et ses traits s'éclairèrent de cette agréable perspective. Cela va nous permettre de faire de sérieuses économies. Noël est toujours une période de dépenses. Nous allons pouvoir économiser sur les gages des domestiques. « Oh, et puis de toute façon, s'exclama Magdalene, Noël est toujours lugubre où qu'on soit. »« J'imagine, dit Georges, poursuivant son idée, qu'ils s'attendent à un réveillon fastueux, une belle pièce de bœuf peut-être, à défaut d'une dinde. »« Qui ? Les domestiques ? Oh, Georges, arrête avec ça, tu passes ta vie à parler d'argent. »« Il faut bien que quelqu'un s'en inquiète, dit Georges. »« Peut-être, mais économiser des bouts de chandelle n'a jamais servi à rien. Pourquoi n'obtiens-tu pas de ton père qu'il te donne plus d'argent ? Il me sert déjà une assez jolie rente. » « C'est affreux de dépendre de lui comme ça. Il aurait dû te faire une donation et qu'on n'en parle plus. » « Ça ne lui ressemblerait pas. » Magdalene le regarda. Ses yeux noisettes se firent soudain durs et perçants. Le visage lisse, sans expression, montrait à présent de l'intérêt. « Il est atrocement riche, n'est-ce pas, Georges ? Il est plus ou moins millionnaire, non ? » Plus de 2 fois millionnaire, je crois. Magdalene eut un soupir de convoitise. Comment a-t-il fait pour amasser tout ça ? L'Afrique du Sud, non ? Oui, il avait fortune là-bas, quand il était jeune. Dans les diamants, en majeure partie. Comme c'est excitant. Et puis, il est venu en Angleterre, où il s'est lancé dans les affaires, et il a dû doubler ou tripler son capital. Qu'est-ce qu'il va se passer à sa mort ? Père n'a jamais dit grand-chose là-dessus, et ce n'est évidemment pas une question facile à poser. J'imagine que l'essentiel ira à Alfred et moi. Alfred aura la plus grosse part, bien entendu. Mais tu as d'autres frères, non ? Oui, il y a mon frère David, mais je ne pense pas que lui y ait grand-chose. Il a quitté la maison pour faire de la peinture ou je ne sais quelle ânerie dans ce goût-là. Je crois que père l'a prévenu qu'il le déshériterait et que David a répondu qu'il s'en fichait. Quel idiot, dit Magdalene avec dédain. Il y avait aussi ma sœur, Jennifer. Elle est partie avec un étranger, un artiste espagnol, un ami de David. Mais elle est morte il y a 1 an. Elle avait une fille, je crois. Père lui laissera peut-être quelques sous, mais pas d'état. Et puis, bien sûr, il y a Harry. Il s'arrêta, légèrement embarrassé. Harry ? S'étonna Magdalene. Qui est Harry ? Eh bien, mon frère. Je ne savais pas que tu avais un autre frère. Ma chère, ce n'est pas un grand sujet de fierté pour nous. Nous n'en parlons jamais. Il s'est conduit de façon scandaleuse.
Nous n'avons pas entendu parler de lui depuis des années. Il est sans doute mort. » Magdalene éclata soudain de rire. « Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui peut te faire rire ? » ?»« Rien. Je me disais que c'était tordant que toi, Georges, tu es un frère de mauvaise réputation. Tu es tellement respectable. » »« Je l'espère bien, » dit Georges, très froid. Magdalene plissa les paupières. « Ton père, lui, ne l'est pas. Très. Voyons, Magdalene. Il dit parfois des choses qui le mettent franchement mal à l'aise. » »« Vraiment, Magdalene, tu m'étonnes. Est-ce que Lydia pense comme toi ? » ?»« C'est un genre de choses qui ne se dit... C'est un genre de choses qu'il ne dit pas à Lydia, grinça Magdalene en se mettant en colère. Non, il ne lui parle jamais comme ça, à elle. Je me demande d'ailleurs bien pourquoi. Georges lui lança un regard furtif, puis détourna les yeux. Bah, dit-il vaguement, il a des excuses, à son âge et avec sa mauvaise santé. Il est vraiment très malade ? Je n'irai pas jusque-là. Il est incroyablement résistant. Enfin, quoi qu'il en soit, puisqu'il veut avoir la famille auprès de lui pour Noël, je pense que nous avons de bonnes raisons d'y aller. C'est peut-être son dernier Noël. Ça, c'est toi qui le dis, s'emporta encore Magdalene. Mais il peut encore vivre des années, non ? Oui, oui, bien sûr, c'est possible, balbutia son mari, légèrement interloqué. Oh bon, fit Magdalene, résignée. Après tout, ce n'est peut-être pas plus mal d'y aller. Je n'en doute pas un instant. Mais moi, j'en suis malade. Alfred est tellement rasoir, et puis Lydia me snobe. Quelle bêtise. Elle me snobe, je te dis, et je déteste ce domestique odieux. Le vieux Tressilian ? Non, Horbury, toujours à fouiner partout et à faire des simagrées. Vraiment, je ne comprends pas que Horbury te fasse un tel effet. Il me porte sur les nerfs, un point c'est tout. Mais n'y pensons plus. Il faut y aller, j'ai compris. Ça ne servirait à rien d'offenser le vieux. Non, non, précisément. Pour en revenir au réveillon des domestiques. Pas maintenant, Georges, une autre fois. Je vais appeler Lydia pour lui dire que nous arriverons demain par le 17h20. Magdalene quitta la pièce d'un coup de vent. Après avoir téléphoné, elle monta dans sa chambre et s'assit à son secrétaire. Elle ouvrit l'abattant et fourragea dans les divers casiers. Des cascades de factures en jaillirent. Elle les tria, s'efforça d'y mettre un semblant d'ordre. En fin de compte, avec un soupir d'exaspération, elle les remit en vrac dans son casier, d'où elles étaient sorties, et passa la main dans ses cheveux platines. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» gémit-elle. Chapitre 6. Au premier étage de Gorston Hall, un long corridor menait à une vaste chambre qui donnait sur l'allée principale. C'était une pièce dans ce que le néo-gothique peut avoir de plus flamboyant. Papier mural gaufré, fauteuil de cuir repoussé, immense vase orné de dragons crachant des flammes, statues de bronze patinées par les ans. Tout y était somptueux. Tout y avait coûté les yeux de la tête. Tout y était bâti pour l'éternité. Dans un grand fauteuil à oreillettes, le plus profond et le plus imposant de tous ceux que comptait la pièce, se perdait la mince silhouette parcheminée d'un vieillard. Ses longues mains, semblables aux serres d'un homme, reposaient sur les accoudoirs. Une canne à pommeau d'or était posée à son côté. Il portait une vieille robe de chambre bleue, plutôt râpée. Il avait des pantoufles aux pieds. Sa chevelure était blanche et jaune, la peau de son visage. Une pauvre vieille loque insignifiante, aurait-on pu croire au premier regard. Mais le nez aquilin et fier, et les yeux noirs, brûlant d'une vie intense, auraient bientôt contraint l'observateur à changer d'opinion. Il y avait là du feu, de la vigueur et de la vie. Le vieux Siméon Lee émit un gloussement, un brusque gloussement de plaisir. «
Vous avez transmis mon message à monsieur Alfred, hein? À madame Alfred, hein? Horbury se tenait debout près du fauteuil. Oui, monsieur, répondit-il de sa voix douce et déférente. Exactement dans les termes que je vous ai dit. Exactement, hein? Oui, monsieur. Je n'y ai pas changé un mot, monsieur. C'est vrai, vous ne commettez jamais d'erreur. Et vous faites aussi bien, d'ailleurs. Vous le regretteriez. Et qu'a-t-elle dit, Horbury? Et qu'a dit monsieur Alfred? Impassible, Horbury rapporta la scène. Le vieil homme gloussa de nouveau et se frotta les mains. Magnifique, impeccable. Ils ont dû passer l'après-midi à se creuser la tête. Magnifique. Je veux les voir à présent. Allez les chercher. Oui, monsieur. Horbury traversa la pièce sans un bruit et sortit. Et puis, Horbury. Le vieillard regarda autour de lui, puis poussa un juron. Ce type se déplace comme un chat. On ne sait jamais où il est. Il demeura sans bouger dans son fauteuil, à se caresser le menton du doigt, jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Alfred et Lydia entrèrent. « Ah, nous voilà, nous voilà. Asseyez-vous ici, près de moi, ma chère Lydia. Vous avez de belles couleurs. Je suis sortie dans le froid. Les joues vous brûlent après. »« Comment vas-tu, père ?» s'enquit Alfred. « Tu t'es bien reposé cet après-midi ?»« Impeccable, impeccable. Rêve d'autrefois, avant que je me range et que je devienne un pilier de la bonne société. » Il laissa fuser un petit rire. Sa belle-fille s'assit en silence et attendit avec un sourire poli. « Père, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'invités supplémentaires pour Noël ? » ?»« Ah, ça ! C'est vrai qu'il faut que je vous en parle. Ça va être un fameux Noël pour moi cette année. Un fameux Noël. Voyons voir, Georges. Viens avec Magdalene ? » ?»« Oui, intervint Lydia. Ils arrivent demain par le train de 17h20. »« Un crétin, Georges, dit le vieux Siméon. Une baudruche. Mais enfin, c'est mon fils. » « Ses administrés l'apprécient, dit Alfred. Siméon gloussa. Il le croit sans doute honnête. Honnête. Un lit honnête. Ça ne s'est encore jamais vu. Oh, voyons, père. Sauve-toi, mon garçon. Sauve-toi, bien sûr. Et David ? Demanda Lydia. David ? Je suis curieux de voir ce qu'il est devenu après toutes ces années. C'était un gamin pleurnicheur. Je me demande à quoi ressemble sa femme. En tout cas, il n'avait pas épousé une fille de 20 ans de moins que lui, comme cet imbécile de Georges. Hilda a écrit une lettre très gentille, dit Lydia, et je viens de recevoir un télégramme d'elle pour confirmer leur arrivée demain. Son beau-père la transperça du regard, puis il se mit à rire. Je n'arriverai jamais à faire sortir Lydia de ses gonds, dit-il. On peut porter ça à votre crédit, Lydia. Vous avez de la race. La race ne ment pas, ça, je le sais. Une drôle de chose, quand même, l'hérédité. Il n'y en a qu'un seul qui tienne de moi, un seul sur toute la portée. Ses yeux pétillèrent. Et maintenant, devinez qui vient pour Noël. Je vous donne 3 chances, et je vous parie 5 livres que vous ne trouverez pas. Ses yeux pétillèrent. Ses yeux allaient de l'un à l'autre. Alfred, perplexe, fronça les sourcils. « Horbury a dit que tu attendais une jeune personne. Et ça t'a intrigué, je vois ça. Oui, Pilar devrait arriver d'une minute à l'autre. J'ai donné l'ordre pour qu'on aille la chercher en voiture à la gare. »« Pilar ?» dit vivement Alfred. « Pilar Estravados, » répliqua Siméon. « La fille de Jennifer, ma petite fille. J'ai hâte de la voir. »« Bon sang, père !» s'écria Alfred. « Tu ne m'avais jamais dit. »« Non, j'ai voulu que ce soit mon secret, » ricana le vieillard. « Je suis passé par Charlton pour tout régler. »« Tu ne m'avais jamais dit, » répéta Alfred d'un ton blessé et chargé de reproches. Son père eut un sourire narquois. « Ça n'aurait plus été une surprise. Je me demande quel effet ça va faire d'avoir d'un nouveau sang jeune dans cette maison. Je n'ai jamais vu Estravados. Je me demande de qui tient la fille, de son père ou de sa mère. »« Père, crois-tu vraiment que ce soit très sage, commença Alfred, tout bien considéré. »
Le vieillard l'interrompit. Prudence, prudence. Tu n'as que ce mot-là à la bouche, Alfred. Tu as toujours été comme ça. Eh bien, pas moi. Faire ce que j'ai envie de faire, et le reste, on s'en fout. Voilà ce que je dis. Cette fille est ma petite fille, le seul petit enfant de toute la famille. Je me fiche de savoir qui était son père et ce qu'il a bien pu fabriquer. Elle était la chair de ma chair et le sang de mon sang. Et elle va venir ici, chez moi. Elle vient vivre ici ? Demanda Lydia, cassante. Il lui décocha un regard acéré. Vous y voyez une objection ? Elle secoua la tête en souriant. Comment m'opposerais-je à ce que vous invitiez quelqu'un sous votre propre toit ? Non, je me posais la question. Pour elle. Que voulez-vous dire pour elle ? Je me demandais si elle serait heureuse ici. Le vieux Siméon rejeta la tête en arrière. Elle n'a pas un sous-vaillant. Elle devrait m'en être reconnaissante. Lydia haussa les épaules, tandis que Siméon se tournait vers Alfred. Tu vois, ça va être un Noël splendide. Tous mes enfants auprès de moi. Tous mes enfants. Allons, Alfred, je t'ai donné un indice. Maintenant, devine qui est l'autre invité. Alfred le regarda sans oser comprendre. Tous mes enfants, devine, mon garçon. Harry, bien sûr, ton frère, Harry. Alfred avait blêmi. Harry, balbutiait-il. Quand même pas Harry. Harry en personne. Mais nous pensions qu'il était mort. Pas lui. Tu le reçois ici, après tout ce qui s'est passé. Le fils prodigue, hein, c'est bien ça, le veau gras. Nous devons tuer le veau gras, Alfred. Nous devons lui faire un accueil du feu de Dieu. Mais il s'est conduit de façon ignoble envers moi et envers nous tous. Inutile d'énumérer ses crimes. La liste est longue. Mais à Noël, on pardonne les offenses, n'est-il pas ? Nous allons l'accueillir, le fils prodigue, à bras ouverts. Alfred se leva. C'est pour moi un choc. Je n'aurais jamais imaginé que Harry repasserait un jour cette porte. Siméon se pencha vers lui. Tu n'as jamais aimé Harry, n'est-ce pas ? Dit-il doucement. Après la façon dont il s'est conduit envers toi. Bof, le passé est le passé, gloussa Siméon. C'est l'esprit de Noël, n'est-ce pas, Lydia ? Lydia avait pâli, elle aussi. Je vois que vous avez beaucoup songé à Noël cette année, dit-elle d'une voix mordante. Je veux avoir ma famille auprès de moi, qu'on fasse la paix et qu'on se réjouisse. Je suis un vieil homme. Tu t'en vas, mon garçon ? Alfred se retirait en hâte. Lydia s'apprêtait à le suivre. Siméon eut un signe de tête en direction de la silhouette qui s'éloignait. Ça l'a bouleversé. Harry et lui ne se sont jamais entendus. Harry se moquait d'Alfred. Il l'appelait Remplan-Plan. Lydia ouvrit la bouche. Elle allait parler, mais en voyant l'expression avide du vieillard, elle se retint. Il fut fort dépité de sa maîtrise, et elle, toute rassénérée de le constater. Le lièvre et la tortue, dit-elle. Bah, c'est la tortue qui gagne. Pas à tous les coups, dit Siméon. Pas à tous les coups, ma chère Lydia. Excusez-moi, dit-elle, toujours souriante, mais je dois rejoindre Alfred. Il supporte mal les émotions soudaines. Oui, gloussa Siméon. Alfred n'aime pas le changement. Ça a toujours été le type même du pantouflard. Alfred vous est très dévoué, dit Lydia. Cela vous paraît bizarre, n'est-ce pas ? Oui, répondit-elle. Parfois. Siméon la regarda sortir de la pièce en ricanant doucement. Ça ne fait que commencer. On va bien s'amuser, murmura-t-il en se frottant les mains. Je sens que ce Noël va me plaire. Il se dressa sur ses pieds avec effort et, appuyé sur sa canne, traversa péniblement la pièce. Il se dirigea vers un gros coffre qui se dressait dans un coin de la chambre. Il composa la combinaison et tourna la poignée. La porte s'ouvrit et il glissa à l'intérieur une main tremblante. « Eh bien, mes tout beaux, vous êtes toujours là. Toujours les mêmes, toujours mes vieux amis. Ah, c'était le bon temps. Oui, le bon temps.
Vous ne serez jamais taillés, mes amis. Vous n'irez pas orner le cou des femmes, ni leurs doigts, ni leurs oreilles. Vous êtes à moi. Nous en savons des choses, vous et moi. Je suis vieux, d'après eux, vieux, malade, mais je ne suis pas encore fini. Elle est encore bien vivante, la vieille carne, et elle peut encore se payer quelques bons moments. Oui, quelques bons moments.